Bonjour à tous, c'est le 15 novembre prochain qu'aura lieu la conférence Corporate Venture organisée par les Échos et Capital Finance. C'est à cette occasion que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Anne-Charlotte Rivière et François Hello, avocats associés du cabinet Descartes à Paris. Anne-Charlotte, François, bonjour. Alors, dans le cadre de cette conférence Corporate Venture, on étudiera évidemment toutes les facettes de ce métier. On verra aussi qu'il y a beaucoup d'opérations où ces fonds d'entreprise et ces fonds de capital risque travaillent ensemble. Ce qui est un peu contre-intuitif, c'est des mondes qui sont un peu étrangers l'un à l'autre quand même. Oui, tout à fait. Qui ont essayé de se rencontrer il y a une quinzaine d'années au moment de la première bulle Internet. L'expérience n'a pas duré longtemps, à peu près le temps du printemps de cette bulle Internet. Et puis là, les timidités se sont levées, et ces deux mondes qui sont différents se rencontrent de nouveau. Tout d'abord, malgré leur facteur temps très différent, puisque l'un est sur un facteur temps moyen terme, l'horizon de sa plus-value, et c'est la mission que lui confient ses investisseurs. Tandis que l'autre, le corporate, a un horizon évidemment plus long terme, destiné à accompagner sa stratégie, son développement et sa vision industrielle. Donc ils ne sont pas faits effectivement pour se rencontrer au premier abord. Alors qu'est-ce qui les pousse l'un vers l'autre? Qu'est-ce qui les pousse à travailler ensemble aujourd'hui? Alors, du côté de la société et donc des VC, l'apport des corporates est assez évident en fait parce que ça permet de booster l'activité. Donc généralement parce que les levées de fonds sont couplées avec un partenariat commercial ou industriel. Et même quand ça n'est pas le cas, en fait, on s'aperçoit que les corporates ouvrent leur carnet d'adresses, ouvrent l'accès à leurs spécialistes. Donc ce qui permet de déployer beaucoup plus rapidement l'activité. Et ça permet également aux sociétés de communiquer sur l'adossement aux corporates et ainsi donner de la crédibilité soit à leur techno, soit à leur stratégie aux besoins. Et du coup, qu'est-ce que l'autre contrepartie a finalement y trouvé dans ce mariage ? Il y a un effet de mode aujourd'hui qui est très fort dans l'ensemble des groupes. L'innovation fait partie de la stratégie. On ne peut pas lire un seul plan stratégique à 5 ans sans que le mot innovation y figure. Donc chaque groupe a l'obligation de se pencher sur le sujet, d'autant que la R&D en interne n'est pas forcément toujours capable de produire l'innovation dont ils ont besoin. C'est quelque chose que les groupes pharma et de manière générale la santé a compris depuis longtemps. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'ensemble des secteurs d'activité se tournent vers... Cette open innovation. Exactement, c'est le terme consacré, l'open innovation. Par ailleurs, il y a aussi des attentes chez les salariés, chez les talents de ces groupes, qui peuvent se traduire par la volonté de porter un projet vers l'extérieur. Et pendant longtemps, le seul choix que le groupe avait, c'était de laisser partir ce projet, donc de laisser partir la valeur, les talents, les équipes qui allaient avec. Donc le fonds de Corporate Venture permet d'accompagner ce genre de projet. Et puis aussi, tout simplement, il y a aussi la volonté de porter, d'accompagner des projets qui sont utiles à l'industrie. Ce que l'on constate avec Anne-Charlotte, c'est qu'il y a des projets qui présentent un facteur commun pour beaucoup d'acteurs et qu'aucun acteur ne veut spécialement s'accaparer, mais pour lesquels ils ont tous un intérêt objectif à voir le développement s'accélérer à l'extérieur. Et donc, ils vont participer à cette aventure, parfois à plusieurs fonds de Corporate Venture. Et donc, ils souhaitent vraiment que ce projet, ce produit, cette technologie aboutisse. Est-ce que vous diriez aussi, Anne-Charlotte, que ce mélange entre Corporate Venture et Capital Risqueur traditionnel, il répond aussi à une volonté des entrepreneurs, des startups, d'avoir un tour de table diversifié aujourd'hui ? Alors, oui, tout à fait. Ce qu'on voit quand on parle aux managers, c'est qu'ils cherchent avant tout un investisseur qui va pouvoir leur apporter quelque chose, donc au niveau du board notamment, au niveau personnel. Et donc le choix de la personne est très important. C'est vrai pour les VC traditionnels où ils cherchent quelqu'un qui a de l'expertise et qui va leur apprendre à gérer la croissance, à gérer la liquidité future, à réagir dans l'urgence. Et au niveau des corporates, c'est de plus en plus vrai, puisque là, il y a un apport qui est un apport stratégique, sectoriel, très fort, qui va les aider plus sur la partie strat. Donc sur la partie strat, gouvernance, composition des conseils d'administration, ça pèse aussi aujourd'hui de plus en plus dans la balance. Alors finalement, vous le disiez au départ, la timidité s'est levée, les deux contreparties travaillent de plus en plus ensemble. Votre job, c'est aussi de concilier des objectifs qui ne sont pas nécessairement alignés dès le départ. Comment est-ce qu'on s'y prend ?
Alors, ça passe par une phase de négociation qui est beaucoup plus lourde, en fait, que dans un deal classique qui est assez market practice. Là, on doit bien parler avec l'ensemble des intervenants pour comprendre donc, les alignements d'intérêts, trouver notre socle dur à ce niveau-là, et également les sujets sur lesquels il va y avoir des petites aspérités qu'on va essayer de gommer au niveau de la documentation contractuelle. Donc, un des exemples pendant la durée de vie de l'investissement, c'est le sujet des conflits d'intérêts et de la confidentialité, où, par exemple, les clauses de gestion des conflits d'intérêts sont beaucoup plus travaillées dans ce type de dossier que dans un dossier classique où il n'y aurait que des capital risqueurs. Voilà. Il n'y aurait que des capital risqueurs. Alors ça, c'est pour la durée de vie de l'investissement. Le point d'orgue, vous le disiez, François, au départ, c'est la sortie, l'horizon de liquidité, parce que les VC doivent à un moment se retirer. Comment est-ce qu'on organise cette liquidité, justement ? C'est évidemment un sujet sur lequel on voit que se cristallise l'opposition de la nature de ces deux acteurs. Entre l'un qui est dans le temps long et l'autre qui a besoin de réaliser cette plus-value, il y a évidemment une divergence d'intérêts. Et cette divergence d'intérêts, elle ne peut se résoudre qu'à partir du moment où on finit par trouver un socle commun. C'est le terme qu'emploie Anne-Charlotte. Et donc ça se traduit autrement dit par un plus petit dénominateur commun sur le temps disponible. Et donc, forcément, le temps moyen terme de l'investisseur doit primer sur un temps très long du corporate venture. C'est lui qui va cristalliser en fait l'accord autour de cette contrainte temporelle. Voilà, pour définir la manière et le moment où l'horizon de liquidité doit pouvoir se déclencher à travers les accords qui ont été négociés au départ. Merci à tous les deux. On se retrouve donc le 15 novembre prochain pour poursuivre les débats à la conférence Corporate Venture. Merci.